Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, Thiambel Gimbayara, journaliste directeur de la publication La Voix du Mali, Amadou Silla, coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Nous parlions donc de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a donc pris fin ce dimanche à Addis Abeba. Alors peu d'avancées, on l'a dit en début d'émission. Néanmoins, les chefs d'État se sont entendus sur des sanctions à l'égard des États mauvais payeurs. L'Union africaine a également accepté de réduire le nombre de ses commissions à 8, de 8 à 6 plus précisément, ce qui va permettre des économies de 500 000 $ par an, ce qui n'est pas rien. Amadou Silla, est-ce que ces avancées pourrait in fine participer à cet effort de rationalisation, mais aussi à cet effort de vouloir générer des recettes qui manquent cruellement à cette institution? Ben oui, je pense que c'est déjà un point important. C'est une vision, c'est une stratégie qui se met en place, mais cela ne saurait suffire. Je crois qu'il faut aller dans le fond des réformes, et ça, je crois qu'il faut impérativement que les États qui constituent cet organe-là puissent eux-mêmes, en tout cas, porter une vision commune. Et avec vraiment cette volonté politique que j'ai dit tantôt, qui me paraît très fondamentale, et pour qu'ils se donnent eux-mêmes les moyens, la totalité des moyens de politique, de leur projet sur le continent africain. À partir de ce moment-là, je crois que si cette vision politique est soutenue par l'ensemble des États, oui, on peut espérer effectivement qu'on va vers l'indépendance. Mais ce sont des mesurettes. Voilà, réduire des commissions, c'est très bien. C'est comme une entreprise qui dit voilà, je veux faire ça, mais si l'entreprise elle-même n'arrive pas ça pose problème, ça ne avance pas. Jean-Marie Bitomo. Il faut une dynamique de fond commun, tout simplement. Ce qui vient de répéter M. Silla, il a tout à fait raison. Malgré les différences que l'Afrique a, il faut quand même revenir, parce que ces différences, nous les mettons souvent en avant. Mais il faut revenir sur une chose, c'est que vous avez des tas et des tas de pays en Afrique dans lesquels vous avez des populations qui se retrouvent dans des États complètement différents. Donc à partir de là, on a là, comment dire, le socle de pouvoir reconstituer le bloc de l'Afrique en tant que tel, puisque la répartition coloniale, c'est-à-dire de nos États aujourd'hui, est une répartition qui est une répartition superficielle, je dirais même artificielle en tant que telle, quand on considère l'Afrique en tant que telle. De mon point de vue, les différences ne sont pas aussi béantes que ça. Ce sont des différences qui peuvent être gommées, pour peu que tout le monde regarde un intérêt commun qui est l'intérêt supérieur de l'Afrique et non pas uniquement la souveraineté des États. La souveraineté des États, nous avons parlé tout à l'heure là, du manque de moyens de financement. Étant donné que nos économies sont dans cet état-là, il est nécessaire de créer des synergies, de coordonner, si vous voulez, les actions à l'échelle du continent et non même plus à l'échelle régionale. Parce qu'à l'échelle régionale, depuis que l'Union, il nous parlait de l'OUA là tout à l'heure, depuis la création de l'OUA, jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'Union africaine aujourd'hui, l'Afrique n'a pas autant avancé que ça. Dès que vous créez une structure qui est une structure performante en Afrique, cette structure-là est tuée par la mauvaise gestion. J'ai un exemple qui est un très très bon exemple dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est l'exemple d'Air Afrique tout simplement. Air Afrique était une très très bonne structure, mais malheureusement, si vous voulez, les Africains n'y ont pas fait attention. Ils ont confié la gestion, comment dirais-je, d'Air Afrique à des étrangers. Et cette gestion-là, quand vous confiez, c'est-à-dire c'est la problématique dont nous parlons aujourd'hui, quand vous confiez vos intérêts, si vous voulez, à des étrangers qui sont des intérêts vitaux, que vont faire ces étrangers-là? Ils vont tout faire pour s'aborder, si vous voulez, bien que la faute des Africains, c'est-à-dire je ne les dédouane pas, parce qu'il y a la gestion interne des États qui a fait faute là-dessus, une gestion efficace, elle n'a pas eu lieu. Donc à partir de là, il est temps que nous revenons sur ces synergies africaines-là, comparer, si vous voulez, ce qui s'est passé avant, là où l'Afrique, c'est-à-dire, s'est plantée en gérant mal les grandes entreprises que nous avions. Air Afrique, c'était quelque chose de très très bien et qui était viable, mais malheureusement, les États, avec le recul des chefs d'État qui chacun regarde, si vous voulez, dans son coin, sans regarder, ne serait-ce qu'au niveau régional, je ne parle même pas au niveau macro de l'Afrique globalement pris. Thiambel.
À différence du doyen, je dirais que moi, ma vision est une démarche beaucoup plus sous-régionale, une démarche beaucoup plus décentralisée, parce que quand on n'arrive pas à mobiliser des ressources, on n'arrive pas à ce que les pays payent déjà leurs cotisations, c'est un problème. Il faut accentuer. Je ne sais pas si la sanction est la bonne solution, mais en tout cas, il faudrait récompenser le meilleur élève, le bon payeur. Et peut-être qu'en incitant ce bon exemple-là, ça peut amener les autres à payer. L'Afrique ne se comporte pas comme ça à l'ONU, elle ne se comporte pas comme ça à l'UNESCO ou ailleurs où les contributions viennent à temps et à date. Alors, pas toujours, pas toujours. Bon, il y a quelques retards, mais ça se fait. Si on peut contribuer à l'échelle internationale, pourquoi ne pas contribuer à l'échelle africaine pour faire avancer les choses? Les mauvais payeurs donnent un mauvais exemple, certes, et il faut peut-être pas attendre seulement la sanction pour pouvoir faire avancer les choses. De mon point de vue, je crois que si on mettait aussi à contribution les différentes sous-régions, la CEDEAO, la CEMAC, peut-être qu'on trouvera à mobiliser, à lever des fonds pour alimenter ce fonds unique-là à l'échelle africaine qui pourra, l'échelle continentale qui pourra aider à financer les projets. En tout cas, s'il n'y a pas d'indépendance économique, on ne peut pas parler d'indépendance politique. Alors, c'est clair. Oui, sans indépendance économique, nous n'allons nulle part, tout simplement. Parce qu'on pourra parler de politique, nous allons tourner en rond, tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions en tant que telles. Donc, nos gouvernants doivent se rendre compte qu'il faut que l'Afrique se donne les moyens. Ce n'est pas tout simplement d'aller parler sur les grandes assemblées internationales. Il faut déjà se donner les moyens internes en Afrique pour que l'Afrique puisse briller à l'extérieur. Quand on nous parle aujourd'hui, là, l'émergence, c'est le mot qui sort à toutes les sauces aujourd'hui en Afrique. L'émergent. De mon point de vue, il est galvaudé, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas encore à mettre en place des outils nécessaires pour soutenir cette émergence-là en tant que telle. Pour moi, l'émergence reste un terme qui, pour moi, c'est un mot, tout simplement. Alors, l'autre sujet majeur qui nous reste à aborder au sujet de cette rencontre, c'est la nomination des commissaires. Et sur ce point, la majorité des 55 ont dit non au projet du président Paul Kagame. Donc, il s'agissait en fait de donner au chef de la commission de l'UA le pouvoir de nommer ses propres commissaires et ainsi parvenir à une indépendance de cette institution. Et là aussi, c'est raté, Amadou Sylla. Bon. Sans l'indépendance de cette commission, que vaut aussi l'Union africaine? Mais en tout cas, il faut voir quelle lecture font effectivement ces États par rapport à ces propositions-là. Je crois que c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de penser à leur place, mais c'est à eux effectivement de dire est-ce que réellement ça répond à un besoin vital ou ça correspond réellement à leur aspiration en tant qu'État, en tant que partie prenante de cette institution. Je crois que s'ils ont des réserves, moi, je ne ferai pas beaucoup de commentaires là-dessus. Oui, mais moi, je dirais, monsieur Sylla, si vous voulez regarder sa souveraineté uniquement de son point de vue, pour moi, ce n'est pas la bonne démarche. Il vaudrait mieux avoir une démarche, comme disait, comment dirait notre collègue là tout à l'heure, beaucoup plus globale. Je n'ai pas dit que j'étais contre la démarche globale, mais il faudra avoir cette démarche globale-là obligatoirement. Vous ne pouvez pas le demander. Quand vous avez regardé le poids de nos États, économiquement parlant, nous venons de dire que ce sont les finances qui vont soutenir le développement de l'Afrique. Ce n'est pas la politique en tant que telle. La politique fixe les grands axes qu'il faut suivre en tant que tel. Encore faudrait-il que nos États, une fois que nous avons mis en place ces stratégies communes-là, que chacun les suive, ces stratégies-là, jusqu'au bout. Non, il me semble que les différents chefs d'État voient en cela une perte de souveraineté, de conférer à un premier responsable de l'Union africaine de pouvoir nommer ses serviteurs ou ses collaborateurs, reviendrait aux États de perdre la main sur cette souveraineté. En tout cas, ça en dit long sur l'état d'esprit de ces chefs d'État-là qui n'entendent pas se démettre de cela. On a vu qu'à l'accession de l'indépendance de nos États, certains États sont allés à vouloir cette union politique qui allait engranger sur les grands ensembles. Aujourd'hui, on a répété l'exemple au niveau de la CEDEAO à des tailles plus élevées avec 16 États. Et encore que l'expérimentation politique n'a pas conduit jusqu'à l'exemple économique. Il y a plusieurs exemples qui se multiplient dans la sous-région. L'Afrique est encore fouleuse.
Difficilement, elle fait rarement confiance à l'autre pour lui déléguer tout pouvoir ou pour lui déléguer cette possibilité d'aller. En arguant qu'il s'agit là d'une gestion à l'échelle d'une entreprise, alors qu'il s'agit de politique nationale, il s'agit d'identité, il s'agit d'un continent. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas superposer, on ne gère pas comme un État, ce n'est pas la vision européenne, ce n'est pas la vision de l'Union européenne. Mais ce qui est réel, c'est que cet exemple-là va être difficilement suivi parce que les États n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas la même vision de cet organe-là, de l'Union africaine, tout simplement. Donc les divergences se posent à ce niveau-là. Encore, on revient là-dessus. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de stratégies communes mises en place, parce que ce sont ces stratégies-là qui vont sous-tendre le reste de l'action. Il ne s'agit pas tout simplement que ce soit des mots, mais que ce soit réalisé avec des actes effectifs sur le terrain. Si nous n'avons pas ces actes effectifs-là, ça ne sert strictement à rien. Nous resterons toujours comme nous le sommes aujourd'hui, l'Union africaine qui est financée par l'extérieur. Et comme le disait M. Sylla tout à l'heure, cet extérieur-là a son mot à dire là-dessus. Et nos chefs d'État, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on veut l'indépendance de l'Afrique alors qu'on est incapable d'aller payer sa contribution dans une organisation qui prône maintenant le développement global du continent en tant que tel. C'est une chose, mais c'est pour ça que je dis qu'au niveau régional, l'Afrique ne peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui. On a calqué sur le système des Nations Unies, voilà. Le Conseil, les différentes commissions sont à l'image et on ne voit pas encore que font ces commissions-là pour anticiper des crises avant que ça ne se transforme en conflit. Parce que le politique a besoin, si vous voulez, du financier pour favoriser le développement en tant que tel. Ce n'est pas l'inverse. La politique est là pour donner les grands actes et y veiller, surtout y veiller que ces actes-là sont suivis tels que ça a été mis en œuvre, c'est-à-dire la mise en œuvre, que ce soit la mise en œuvre commune de ce qui a été décidé en amont. Encore que là, sur ce plan, on a quand même donné des exemples. On parle du NEPAD. Le NEPAD qui est la fusion des deux plans proposés par le président sénégalais et l'autre par le président algérien et deux autres de ses homologues. Cette fusion-là, on l'a vu, a été d'abord indépendante de l'Union africaine. On est venu l'incorporer au sein de l'Union africaine et dirigée aujourd'hui par le Nigérien. Ça met du temps à prendre, ça ne prend pas et surtout que ça ne produit pas d'effet. On ne voit pas l'effet escompté du NEPAD. Si, ça prend quand même quelque part. Je ne serais pas, si vous voulez, optimiste, aussi pessimiste que ça dans ce domaine-là. Parce que quand vous prenez le NEPAD, c'est-à-dire, chez nous en Afrique, on a l'impression que quand on prend des organisations, on les pose, ces organisations-là vont fonctionner de manière indépendante. On oublie une chose très très importante, c'est qu'il faut une synergie entre toutes ces organisations-là. Et aujourd'hui, nous avons tous loué le travail de Kaberuka, c'est-à-dire qu'il a fait à la tête de la BAD. Et aujourd'hui, Anissina est en train essayer de mettre en place, c'est-à-dire cette dynamique-là qui va dans le sens du NEPAD. Et c'est de ça que moi je parle de dynamique, c'est-à-dire de stratégie commune décidée en amont et qu'on les mette en place sur le terrain, c'est-à-dire l'énergie en Afrique aujourd'hui, les États africains pouvoir nous financer. Je dis toujours sur ce plateau que la meilleure énergie, nous l'avons en Afrique et la moins chère, c'est le soleil. Mais allons-y dessus. Pourquoi aller demander l'éolienne, ainsi de suite et tout. Vous savez, après, je crois qu'on n'a pas confiance, on n'a pas confiance souvent à notre expertise. À notre expertise. On n'a pas confiance vraiment en nous-mêmes, quelque part. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes dans un monde où des intérêts privilégiés par des grands groupes s'imposent à nos intérêts. On n'a pas assez d'arguments et assez de moyens, assez de culot en face pour défendre et imposer notre stratégie, imposer notre choix, imposer nos exemples, parce que tout simplement, le monde est ainsi fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi, je reçois très bien l'exemple de la CEMAC qui vient de se passer, ce que je voulais, il y a quelques semaines là. Ça voudrait dire quoi? Il y a une prise de conscience des Africains de ce que c'est que l'Afrique et ce que nos économies représentent sur la scène internationale. Il ne faut pas que ce soit les autres qui viennent nous dire que vos économies représentent ceci, tant. Oui, mais on a quand même le sentiment que l'Afrique est plus susceptible à la pression extérieure qu'à la pression interne même au continent. Est-ce que l'un des défis de l'Union africaine n'est pas d'ailleurs de faire en sorte que la pression extérieure pèse moins que la pression intérieure? C'est ce dont on disait tantôt. Alors tout à l'heure, vous parliez notamment de la position américaine à l'égard de cette taxe de 0,2%. Et cette voix se fait beaucoup plus entendre que les 24 pays par exemple, qui mettent ça en place. Et quel est l'impact?
on aurait choisi le contraire de promouvoir ces pays qui mettent en exemple, montrer le bon exemple, le déroulement de l'application de cette taxe dans ces pays-là. Ça aurait peut-être encouragé d'autres à aller, mais la polémique, la vive polémique, l'interdiction de l'Amérique même qui va jusqu'à porter une déclaration pour demander à ce que l'OMC intervienne là-dessus et sanctionne les Africains là-dessus, ce n'est pas encouragé. Alors peut-être une toute dernière question. Le mandat du président Paul Kagame arrive à son terme dans 3 mois. Quelle suite pour sa réforme? On sait que c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui va prendre la relève et on sait que les deux ne sont pas exactement sur la même ligne, Amadou Sylla. Oui, après, moi je pense qu'il faut, même s'ils ne sont pas sur les mêmes lignes... Il est anti... Oui. Par rapport à la réforme, oui. Oui, mais après, aujourd'hui, je crois qu'il y a des réalités qui s'imposent à l'Union africaine. Maintenant, il faut tenir compte de ça. Le changement est inéluctable. Aujourd'hui, on ne peut pas être en reculant dans cette dynamique, en tout cas du monde, dans cette dynamique de l'économie mondiale, dans cette dynamique de la concurrence. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que les Africains, de façon générale, quelle que soit la personne qui va prendre le relais, il faut qu'ils soient plus réalistes et positionner le continent africain, en tout cas, dans ces enjeux aujourd'hui qui interpellent. On en revient à ce que vous dites, M. Sylla, à la vision court-termiste des Africains, que je dis que essayons de regarder les choses à long terme. La position de l'Égypte est liée à quoi? Ce sont les 2 pays dans lesquels vous avez le plus de multinationales, où vous avez l'intervention extérieure. On sait aujourd'hui, le président égyptien ne peut que s'aligner sur la position du président américain. Quand on connaît le financement annuel, si vous voulez, de l'économie égyptienne par rapport à l'économie américaine, le chef d'État égyptien aujourd'hui va adopter les positions de ce vers quoi l'Afrique veut se débarrasser, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'extérieur nous imposer notre marché des affaires. Donc à partir de là, c'est tout à fait logique. Comme vous le disiez tout à l'heure, là, vous avez quoi? Vous avez l'Égypte, vous avez l'Afrique du Sud. Et surtout que la mise en place de tout ça est prévue pour 2021. Ben voilà. Et dans son mandat, on ne dira pas que c'est gagné. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de cette émission. À tout de suite.